Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, la biologiste Rachel Carson écrit Printemps silencieux, un livre qui dénonce la mainmise des entreprises privées sur la science des pesticides. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une femme en sciences engagée pour mieux comprendre le lobbying et ses influences. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. Études indépendantes ou études financées par l'industrie, moi je pensais qu'il y avait une seule science. La rencontre avec Maryse Bouchard, elle m'a mis la puce à l'oreille. Et je pense qu'il est temps que je me plonge dans le cœur du dossier, la science et les lobbies. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai appris à l'école. J'ai contacté Stéphanie Yette, professeure à l'Université du Québec à Montréal, dans le département de communication sociale et publique. Elle est spécialisée sur les questions des lobbies. Je suis à l'UQAM et je suis jamais venue dans cette université, c'est vraiment grand. Bonjour, Émilie. Ah, bonjour, oui, c'est moi. Bonjour, Stéphanie Yates, enchantée. Enchantée. Bienvenue à l'UQAM. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais à l'UQAM exactement? Alors, je suis professeure de communication sociale et publique. Dans le fond, j'étudie beaucoup les processus de médiatisation, donc comment les arguments se construisent et comment ils sont reçus dans le contexte du lobbyisme. Donc, je m'intéresse aux lobbies, aux personnes qui sont lobbyées aussi. Je m'intéresse aussi à tous les enjeux qui soulèvent des questions d'acceptabilité sociale, à la participation citoyenne, donc comment les citoyennes et les citoyens peuvent justement être plus actifs par rapport aux enjeux qui les concernent. Puis je m'intéresse aussi à toute l'argumentation autour de la transition énergétique. C'est quoi les cours que tu donnes justement concernant le lobbyisme? Alors, un des cours centraux que je donne s'intitule « Affaires publiques, relations gouvernementales et lobbyisme ». Et donc, c'est un cours où on essaie de comprendre en quoi ça consiste, le lobbyiste, quels sont les acteurs, actrices qui font du lobby dans la société, quelles sont leurs stratégies, quels sont les enjeux éthiques aussi liés à ces activités-là et quels sont les effets de ces activités. Je donne ce cours-là et un cours un peu relié à ça, qui est un cours de maîtrise de deuxième cycle, donc cette fois-ci, concerne la communication scientifique. Donc, comment est-ce qu'on peut bien vulgariser la science, mais comment aussi la communication scientifique peut parfois être politisée et comment les lobbies, pour y revenir, peuvent parfois intervenir dans cette communication scientifique. Ça fait combien de temps que tu es professeur à l'UQAM? Alors, ça fait 12 ans déjà. Le temps passe vite. J'ai été embauchée donc en 2010. Et c'est quoi le lien entre communication scientifique et lobbying? Ben, dans un monde qui est de plus en plus complexe, il arrive fréquemment que la science ne fasse pas nécessairement consensus. On peut penser aux OGM, bien sûr, c'est un bon exemple, mais on peut penser aussi au nucléaire ou encore plus près de nous, aux différentes mesures sanitaires qui visaient à contrer la propagation de la COVID. Rappelez-vous des fameux débats au début sur le port du masque, est-ce qu'on devait le porter ou pas? Il y avait plusieurs expertises qui se contredisaient sur cette question-là. Donc, dans ce contexte-là où la science ne fait pas toujours consensus, les différents porteurs d'intérêt présents dans une société vont chercher à influencer les gouvernements pour faire en sorte que ce soit leur interprétation de la science qui domine, leur interprétation des risques par rapport aux bénéfices d'une solution donnée. Et donc, toutes ces démarches-là d'influence sur ce que devrait être la science qui est prise en compte, bien, ce sont des démarches de lobbyisme. Est-ce qu'en sciences sociales, tu trouves que c'est un enjeu d'être une femme chercheuse? Ben, en fait, de moins en moins. Par exemple, j'évolue dans un département qui est majoritairement composé de professeurs femmes. Ça étant dit, ce qu'on remarque dans les différentes conférences et autres événements scientifiques, c'est que les hommes sont quand même plus prompts à prendre la parole que les femmes. On pourrait dire que c'est relatif à une posture d'écoute, qui serait peut-être plus présente chez les femmes que chez les hommes, mais
au final, ça contribue quand même à invisibiliser la place des femmes ou du moins à la marginaliser un peu. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail de sensibilisation qui reste à faire auprès de la relève, donc des jeunes chercheuses. Les études montrent aussi que les femmes se surpréparent par rapport aux hommes lorsqu'elles veulent intervenir dans l'espace public et donc elles ont tendance à réduire la fréquence de leur prise de parole dans l'espace public parce que pour elles, c'est un investissement qui est quand même conséquent. Par exemple, j'ai sans doute consacré plus de temps à la préparation de cet entretien avec toi que ne l'aurait fait un homme, par exemple, parce qu'il y a toujours ce désir d'en arriver à une prestation qui soit la plus efficace, la plus parfaite possible. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des femmes pour tendre à un meilleur équilibre pour que les femmes chercheuses, les femmes scientifiques soient bien représentées dans l'espace public. Et est-ce que tu trouves que le domaine du lobbying, il est genré? Ben, en fait, c'est un domaine où, tout comme c'est le cas en sciences politiques de manière plus générale, on retrouve encore plus d'hommes que de femmes. Cela dit, l'image du boys club qui influence les gouvernements, c'est une image qui est en train de changer avec l'arrivée de la relève formée dans des départements de sciences politiques ou dans des départements de communication, comme le département au sein duquel j'évolue, où on retrouve en fait un grand nombre de femmes. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent sur le marché et qui sont qualifiées pour faire du lobbyisme. Donc, parallèlement aussi, les activités de lobbyisme, elles se professionnalisent. Je disais que l'ère du Boys Club est un peu révolue. On n'influence plus à coups de cocktails, de tournois de golf, de séjours ou d'invitations à séjourner dans des yachts luxueux. C'est plus vraiment comme ça que ça se fait, heureusement. La pratique, elle est toujours aussi stratégique qu'elle ne l'était, mais elle se traduit le plus souvent par de simples rencontres dans des bureaux entre les gens qui font du lobbyisme et les gens qui le veulent influencer. Alors, c'est pas mal moins glamour, mais c'est très efficace. Ça serait quoi la définition d'un lobby? Parce que pour moi, j'imagine un homme costard-cravate avec son petit sac de travail dans un grand bâtiment bien habillé. Oui, c'est effectivement une image typique qu'on associe à l'activité. Avant de définir ce qu'est un lobby, je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'est le lobbyisme, donc l'activité en tant que telle. C'est une démarche qui vise à influencer les gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou même municipal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les organisations qui visent à influencer une décision gouvernementale, que ce soit pour l'obtention d'un permis, d'une subvention, d'une réglementation, d'une loi, d'une nomination, ou que ça vise le statu quo, parce que souvent on influence pour ne pas qu'il y ait réglementation, loi ou subvention, bien, toutes ces démarches, en fait, ça constitue du lobbyisme. Donc, très simplement, ce sont des démarches d'influence. Et ces démarches-là, bien, elles peuvent émaner de différents types d'organisations. Une entreprise ou un regroupement d'entreprises, bien sûr, mais aussi une association professionnelle, une centrale syndicale, un organisme sans but lucratif ou même un groupe de citoyens. Donc, c'est sûr que certains de ces acteurs-là, actrices, sont réticents à associer leur activité au lobbyisme, parce qu'on a cette image que tu évoquais du costard-cravate, de cercle fermé, etc. Mais en fait, dès qu'on est dans une démarche d'influence, bien, on est en train de faire du lobbyisme. Et donc, ce qu'on désigne comme étant un lobby, bien, en général, on va utiliser l'expression lobby pour désigner les organisations dont la principale fonction, c'est de faire du lobbyisme. Donc, le groupe communautaire qui fait du lobbyisme une fois par année pour obtenir une subvention, on ne va pas nécessairement l'identifier comme étant un lobby parce que ce n'est pas sa fonction principale. Il fait des démarches d'influence, il mène des démarches d'influence dans certains contextes, mais on va réserver, si on veut, l'appellation lobby aux organisations dont c'est la mission principale. Par exemple, l'Association canadienne des producteurs pétroliers, l'Union des producteurs agricoles ou encore la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Est-ce que ça veut dire que moi, si j'ai déjà rencontré le maire de Bécomo pour des recommandations d'environnement, c'est du lobbying? Oui. Avec un groupe citoyen? Bien, tout à fait. C'est du lobbyisme pris dans une conception très large. Après, on a des lois au Québec pour rendre ces activités-là plus transparentes et c'est sûr que les lois s'appliquent à certains types de lobbyisme. Si on veut résumer ça très simplement, ça s'applique surtout donc aux organisations dont la mission première est de faire du lobbyisme, comme je le mentionnais auparavant. Mais oui, quand on va rencontrer son député, quand on va rencontrer son maire,
qui qu'on est. Si notre objectif, c'est d'influencer, ben, on est effectivement en train de faire du lobbyisme. Alors, le lobbyisme et les lobbies, est-ce que c'est quelque chose qui est légal? Tout à fait. C'est tout à fait légal. Non seulement c'est légal, mais je pense que c'est nécessaire en démocratie. On ne voudrait pas d'un gouvernement qui est élu pendant 4 ans et qui gouverne en vase clos sans tenir compte de la réalité du terrain. Donc, c'est absolument essentiel qu'on ait ce genre d'activité-là. Lors de la pandémie, par exemple, il y a eu énormément de démarches de lobbyisme de la part de toutes sortes d'organisations pour faire comprendre les impacts du confinement et pour convaincre sur les appuis financiers qui étaient nécessaires à la relance. Donc, les musées, les restaurants, les centres sportifs, tout le monde est allé cogner à la porte du gouvernement pour que ce dernier comprenne les effets concrets de ces décisions, comprenne donc la réalité du terrain par rapport à ces décisions. L'enjeu crucial lorsqu'on parle de lobbyisme et de légalité ou d'éthique autour de tout ça, c'est vraiment l'écoute et l'accessibilité. Donc, il est fondamental que tous les porteurs d'intérêt, autant la grande organisation que le citoyen qui cogne à la porte de son député, il est fondamental que tous ces représentants-là puissent avoir accès aux décideurs publics. Hein. C'est le fondement de notre démocratie. Et ça, peu importe les moyens financiers qui sont à leur disposition. Et c'est souvent là que le bas blesse. On pourra y revenir quand on parlera un peu plus tard des pesticides. Mais souvent, les moyens financiers sont inégaux. Et c'est ce qui fait que les accès aux décideurs publics sont parfois inégaux également. Mais à la base, c'est une activité qui est tout à fait légale. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de tes recherches sur le lobbyisme? Bien sûr. Alors, je m'intéresse à la réglementation du lobbyisme. Alors, on a des lois au Québec, au Canada, dans d'autres juridictions ailleurs dans le monde également. Et j'essaie de voir en quoi ces lois-là pourraient être améliorées pour faire en sorte que le lobbyisme soit mieux encadré, soit plus transparent, que les citoyennes et citoyens aient davantage d'informations sur les jeux qui se passent en coulisses. Donc, ça, c'est un aspect de ma recherche. Une autre dimension concerne les aspects éthiques liés au lobbyisme. Donc, quels sont les codes de déontologie, les codes d'éthique qui devraient encadrer ce genre de démarche. Je m'intéresse aussi aux stratégies de lobbyisme dit indirect. Donc, le lobbyisme indirect, c'est lorsque les lobbies mobilisent les citoyens et les citoyennes pour que ceux-ci investissent la place publique et l'espace médiatique pour finir par faire pression sur les gouvernements de manière donc indirecte. Donc, dans cet esprit-là, je m'intéresse donc à ces stratégies de mobilisation citoyenne, mais également à l'astroturfing, qui est un peu le pendant du grassroots lobbying, là, donc le lobbying qui est basé sur la mobilisation des citoyens. L'astroturfing, c'est vraiment la création de mouvements citoyens factices, donc artificiels, par l'industrie qui va financer finalement des initiatives et faire passer ces initiatives comme étant des initiatives citoyennes en vue toujours d'influencer les gouvernements. Donc ça, cet aspect-là de l'astroturfing est un autre volet de ma recherche. Je m'intéresse aussi aux arguments qui sont déployés dans le cadre de ces stratégies de lobbyisme indirect, donc toutes les stratégies argumentatives, notamment autour d'enjeux qui soulèvent des questions d'acceptabilité sociale. Et enfin, je m'intéresse au phénomène des portes tournantes en politique, donc comment finalement ces passages d'un individu entre les secteurs publics et privés peuvent changer les dynamiques de lobbyisme telles qu'on les conçoit traditionnellement. Et en lien avec cette recherche sur les portes tournantes, je regarde notamment comment elles se traduisent, ces portes tournantes-là, auprès des acteurs liés au domaine des pesticides. La végétation fait partie d'un réseau vivant dont les éléments sont intimement liés et les plantes entretiennent des relations essentielles entre elles, avec la terre et avec les animaux. Nous sommes parfois obligés de perturber ces relations, mais nous devrions le faire avec prudence, sans jamais oublier que notre intervention peut entraîner des conséquences éloignées dans le temps et dans l'espace. Mais une telle humilité n'est pas de mise dans le commerce prospère de l'herbicide, où l'on ne songe qu'à vendre davantage en développant toujours plus l'usage des produits chimiques. Dans le monde des pesticides, c'est qui les lobbies? Alors, il y en a plusieurs.
Il y a d'abord les producteurs de semences, les producteurs d'OGM, de pesticides. Il y a aussi toutes les associations de producteurs agricoles, que ce soit des associations qui font usage ou qui prônent l'usage des pesticides, ou au contraire, il y a des associations aussi, vous le savez, qui prônent une réduction de l'usage de ces pesticides, mais eux aussi font du lobbyisme. Les groupes environnementaux, si dans cette définition très large que je vous propose du lobbyisme, on peut penser que les groupes environnementaux qui réclament donc une approche plus durable font également partie des lobbies, puisqu'ils tentent tous d'influencer les décisions gouvernementales. En ce qui concerne la première catégorie, donc celle des producteurs de semences, de pesticides, d'OGM, il faut tout de même souligner la présence de très, très gros joueurs qui sont à la fois des producteurs de semences OGM et de pesticides. On pense évidemment à Monsanto, qui a été racheté par la pharmaceutique Bayer, qui est donc l'exemple typique de ce gros joueur dans le domaine. On peut aussi mentionner l'entreprise agrochimique Syngenta, qui a été rachetée par la chinoise ChemChina. Donc, ces entreprises, ce sont des oligopoles qui disposent de très grands moyens financiers pour faire valoir leur point de vue. Donc, ça revient un peu à votre question. Est-ce que c'est légal, le lobbyisme? Tout à fait, ça nous en prend. C'est normal qu'il y en ait. Il faut simplement s'assurer que l'accès soit égal pour tous les acteurs, tous les porteurs d'intérêt dans la société. Ça veut dire quoi, oligopole? Oligopole, ça veut dire quelques entreprises, telles de très grandes entreprises qui contrôlent l'ensemble d'un marché. OK. Donc, si vous, demain matin, vous voulez vous mettre à vendre des pesticides, probablement qu'ils vont venir cogner à votre porte pour voir ce que vous faites dans la vie et si vous n'intervenez pas trop sur leur plate-bande. Donc, c'est vraiment, finalement, des industries qui ont beaucoup de moyens financiers? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que ces moyens-là se traduisent nécessairement par une plus grande influence? Vous savez, c'est toujours difficile de déterminer ou de mesurer l'influence d'un acteur ou d'une actrice auprès des gouvernements. Mais c'est sûr que quand on a beaucoup de moyens financiers, ça nous permet d'être très présents, d'aller à Ottawa, passer quelques jours pour faire une multitude de rencontres, d'aller à Québec, rencontrer les élus et les fonctionnaires. Donc, il y a quand même une facilité qui est apportée avec ces moyens financiers. Comment ces grandes industries, elles interagissent entre elles? En fait, elles sont regroupées, elles collaborent sous l'égide de CropLife. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Donc, CropLife, c'est une fédération internationale qui regroupe la plupart des grandes entreprises du secteur de l'agriculture dans le monde. Donc, que ce soit Bayer, Dow, DuPont, Monsanto, Syngenta. C'est donc le lobby principal du secteur agro-industriel. Est-ce que les lobbies de l'industrie, si je peux les définir comme ça, ils ont de l'influence sur la science? En fait, les lobbies peuvent avoir une influence sur la compréhension de la science qu'auront les décideurs publics ou sur la priorisation d'une perspective de la science par rapport à une autre, dans un contexte où, comme je le disais tout à l'heure, la science, elle fait pas toujours consensus. Donc, les lobbies vont tenter d'influencer pour faire valoir leur interprétation des faits scientifiques. Le lobby du tabac, c'est l'exemple qui peut nous venir spontanément en tête, alors que l'industrie a longtemps tenté de cacher les études qui démontraient que les produits du tabac étaient néfastes pour la santé. Par la suite, l'industrie a démenti les études montrant les effets néfastes de la fumée secondaire. Donc ça, c'est un exemple clair où ils ont tenté d'influencer l'interprétation des données scientifiques. Au Québec, on a un autre exemple avec le lobby de l'amiante, composé des entreprises qui exploitent donc l'amiante, mais également des acteurs économiques régionaux, des régions donc qui sont productrices d'amiante, qui tous ensemble ont longtemps fait valoir qu'il était possible d'avoir une exploitation sécuritaire de l'amiante. Et en fait, la dernière mine d'amiante n'a fermé ses portes qu'en 2011 au Québec, alors que les études montraient depuis très longtemps qu'il y avait des problèmes dans l'exploitation de cette substance. Donc, traditionnellement, on peut aussi penser au Guide alimentaire canadien, qui est un autre exemple auquel on pense peut-être moins spontanément, mais c'est un enjeu ou c'est un domaine où les lobbies ont aussi influencé l'interprétation de la science pendant des années, que l'on pense à l'Association canadienne des bovins, évidemment réfractaire à des recommandations qui viseraient à réduire la consommation de viande rouge, ou encore à la Fédération des producteurs de lait, qui ont poussé pendant des années pour que les produits laitiers aient une place unique
dans le guide alimentaire canadien. Ce qui est intéressant là-dedans, dans ce dossier-là, c'est que la dernière version du guide alimentaire canadien, donc celle qui a été publiée en 2019, a été développée un peu à l'abri, si on peut dire, des lobbies. Les recommandations, le gouvernement, en fait, avait vraiment pris un engagement de faire en sorte que les recommandations qui étaient pour influencer la composition du guide alimentaire seraient des recommandations scientifiques, des recommandations d'experts, et que les lobbies n'auraient pas leur place dans la détermination du nouveau guide. Et lorsqu'on regarde le résultat, lorsqu'on regarde le guide alimentaire de 2019, on voit qu'il est très, très, très différent des guides alimentaires qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, les produits laitiers ont perdu leur place de choix. Ça veut dire que le gouvernement, il pourrait aussi faire ça avec les pesticides, comme se baser sur des études sans forcément inclure les lobbies dans la prise de décision? C'est sûr que les lobbies vont toujours essayer d'influencer. C'est dans leur nature même de le faire. Et dans le cas du guide alimentaire canadien, je ne pense pas que l'Association canadienne des bovins ou la Fédération des producteurs de lait soient restés les bras croisés devant cette volonté gouvernementale. Mais lorsque cette volonté gouvernementale, elle est ferme, elle est affirmée, lorsque c'est vraiment un engagement politique, je pense que c'est faisable, tout à fait, d'avoir des décisions gouvernementales qui s'appuient sur des données scientifiques vérifiées, valides, indépendantes. On l'a vu dans le cas du guide alimentaire, tous les experts s'entendent pour dire que, effectivement, ça suit la science. Est-ce que les lobbies industriels, en plus de mettre de l'avant leur propre interprétation scientifique, ils vont jusqu'à produire leurs propres études? Tout à fait. Donc, les compagnies vont souvent embaucher leurs propres scientifiques, comme des agronomes, des toxicologues. Donc, ceux-ci ne sont pas indépendants, puisqu'ils sont embauchés par l'entreprise. Et en plus, la méthodologie sur laquelle s'appuient leurs études, souvent, elle n'est pas toujours transparente. Et enfin, les études qui sont produites comme ça par les entreprises ne sont pas systématiquement vérifiées par les pairs, alors qu'en science, c'est vraiment le processus à la base de la production scientifique. On doit avoir cette évaluation qui se fait le plus souvent à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est à la source de l'étude, et c'est une évaluation donc indépendante par les pairs. Donc, pour répondre à votre question, les entreprises, l'industrie produit ses propres études et malheureusement, ces études, souvent, elles ne sont pas indépendantes. Et ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement rejeter ces études en bloc, mais c'est sûr qu'il convient, je pense, de garder un œil très critique sur celles-ci. Pourquoi ces études-là, elles ne peuvent pas forcément être vérifiées par les pairs? En fait, elles pourraient l'être, mais les entreprises n'ont pas nécessairement intérêt à ce qu'elles le soient, parce que ça ne passerait peut-être pas la barre, justement, de la scientificité. Alors souvent, ce sont des études qui sont présentées comme étant scientifiques, mais qui ne se conforment pas aux règles habituelles de la production scientifique. C'est quoi les techniques qu'utilisent les lobbies? Est-ce que tu pourrais me donner des exemples? Oui, en fait, il y en a plusieurs, mais comme je le disais d'abord, la technique de base, il n'y a rien de bien sorcier, c'est de faire des rencontres avec les décideurs publics. Par ailleurs, il arrive que les lobbies mettent en place des techniques plus subtiles, voire plus sournoises et qui sont un peu plus questionnables sur le plan éthique. On sait, par exemple, dans le cas des pesticides, que l'industrie a eu recours à des moyens un peu questionnables. Par exemple, recours à des études bidons, présentées comme répondant aux critères scientifiques, recours à des influenceurs ou à des fausses ONG rémunérées, en fait, par l'industrie, décrédibilisation des opposants ou encore placement des représentants de l'industrie sur certaines instances décisionnelles ou certaines instances de conseil. Au Québec, on peut penser, par exemple, au président des producteurs de grains du Québec, qui était le président du CA, du Centre de recherche sur les grains, qui conseille donc le gouvernement québécois quant à l'usage des pesticides. Alors, un rôle de conseiller, mais en même temps, une vision très, très ancrée, finalement, dans les intérêts de l'industrie. Mais ça fait vraiment lien. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, Geneviève Labrie, puis elle travaille justement pour le centre de recherche, le Sérum. Bien, justement, ça fait référence, en fait, à toute la controverse autour du lanceur d'alerte Louis Robert, qui travaillait pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et qui a justement publié un livre dénonçant, en fait, le poids des lobbies dans le dossier des pesticides. Les lobbies, ils ont du pouvoir, mais au final, c'est qui décide de la réglementation et de l'homologation?
Alors, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Donc, au Canada, c'est le gouvernement fédéral et plus précisément Santé Canada qui décide de l'homologation ou de l'autorisation des pesticides. Santé Canada s'appuie pour ce faire sur l'expertise de son agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA, qu'on appelle communément. Par ailleurs, il y a aussi les gouvernements provinciaux qui ont leur mot à dire puisqu'ils décident des règles entourant l'usage des pesticides. Donc, Santé Canada dit oui, ce pesticide-là, il est permis au Canada, mais ensuite, ce sont les gouvernements provinciaux qui vont décider des conditions d'utilisation. Et donc, ça se fait par l'entremise du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et enfin, il y a aussi les municipalités qui ont leur mot à dire, qui peuvent donc adopter des règlements pour restreindre l'usage des pesticides sur leur territoire, comme l'ont fait récemment les villes de Laval et Montréal notamment. Mais si justement c'est les gouvernements qui décident de la réglementation pour les pesticides, comment les lobbies ils influencent cette réglementation-là? Il est toujours difficile de mesurer l'influence d'un lobby donné. On ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la démarche d'un lobby et l'influence qui a réellement été exercée. Par ailleurs, on peut regarder certains indices, certains éléments qui nous donnent quand même un contexte et qui nous permettent d'affirmer qu'il y a pu avoir influence. Donc, ce qu'on sait avec l'industrie des pesticides au Canada, c'est qu'ils exercent une pression très forte. En témoigne notamment le registre des lobbyistes canadiens, une recherche rapide dans le registre qui est disponible en ligne, donc tous les citoyens et citoyennes peuvent y avoir accès. Donc, une recherche rapide nous indique, par exemple, que le président de CropLife, le lobby de l'industrie agroalimentaire dont on parlait, donc cette personne-là, à elle seule, a obtenu depuis les 12 derniers mois pas moins de 40 rencontres avec divers élus et fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est une démarche qui est soutenue. On parle d'une seule personne, 40 rencontres, ça fait presque une rencontre par semaine si on enlève les mois estivaux. Donc, quant à l'influence qui est réellement exercée, encore une fois, ça demeure difficile à déterminer. Par ailleurs, le fait que le Canada ait, en 2015, homologué le glyphosate, l'herbicide qui est actif dans le fameux Roundup de Monsanto, pour les 15 prochaines années, cette décision-là, elle étonne quand même, alors que l'Union européenne prévoit plutôt bannir l'usage du glyphosate d'ici 2023. Donc, on peut penser quand même que l'influence de l'industrie en contexte canadien n'est pas étrangère à cette décision-là. Est-ce que l'industrie des pesticides, elle utilise des moyens spécifiques pour convaincre les gouvernements? En fait, oui, il y a des moyens de base. Quand on parle de lobbyisme, je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours glamour. On parle de rencontres dans des bureaux avec des fonctionnaires, avec des élus. Donc, c'est sûr que ce genre de moyens-là est mis de l'avant. Par ailleurs, il y a d'autres techniques qui peuvent être mobilisées, notamment du lobbyisme dit indirect. Donc, le lobbyisme indirect, ça vise à mobiliser les citoyens et à investir l'espace médiatique en vue de faire pression, donc de manière indirecte, sur le gouvernement. C'est la vocation, entre autres, du groupe Advancing Agriculture, qui est financé notamment par CropLife, les producteurs de grains du Canada, l'Association canadienne de distribution des fruits et légumes. Et c'est un groupe qui se veut finalement le porte-voix de la communauté autour de l'agriculture canadienne et qui incite ainsi les personnes intéressées à devenir membres. Donc, ça crée une certaine pression, ça envoie un message de manière indirecte au gouvernement. Il y a aussi donc des techniques plus sournoises qui existent, comme les fameuses portes tournantes en politique, auxquelles on réfère souvent avec l'expression anglaise, le revolving door, qui permettent à des individus qui sont issus du secteur privé et donc de l'industrie de migrer vers le secteur public pour éventuellement retourner dans le secteur privé par la suite. Aux États-Unis, on a vu des cas notables de ce phénomène de revolving door où des personnes finalement qui avaient travaillé pour Monsanto, pour ne pas la nommer, ont été embauchées par la Food and Drug Administration justement afin de collaborer au développement de la réglementation touchant les OGM et les pesticides. Donc, les portes tournantes peuvent aussi se matérialiser à la suite d'un mandat public. Pensons par exemple, encore une fois, au président de CropLife Canada, qui était auparavant, donc avant d'être chez CropLife, analyste senior à Santé Canada. Donc, il exerçait un mandat public avant de travailler pour le privé. Et on peut donc penser que son excellente connaissance des rouages gouvernementaux, ses contacts dans l'administration fédérale lui ont été utiles dans le cadre de son mandat chez CropLife. Donc, tout ça, toutes ces techniques-là, c'est légal. Il n'y a rien
rien d'illégal là-dedans, c'est vraiment important de le mentionner, mais ce sont quand même des dynamiques, des techniques, des moyens qui peuvent débalancer, si on veut, ou déséquilibrer le jeu normal de l'influence ou du lobbyisme. Quelqu'un qui vient du privé et qui rentre pour travailler au gouvernement, je trouve ça quand même assez fou que ça soit légal. Mais en fait, c'est une question complexe. D'abord, quelqu'un qui part du gouvernement et qui va travailler dans le privé comme lobbyiste, on a quand même des lois qui encadrent ça au Canada et qui imposent un délai de carence, donc 1 an ou 2 ans en fonction de la position qui a été occupée dans le public et qui fait en sorte qu'on ne peut pas devenir lobbyiste du jour au lendemain. Donc ça, c'est une chose pour les portes tournantes qu'on dit à la sortie, donc après le mandat public. Les portes tournantes à l'entrée, ce que vous évoquez, donc quelqu'un qui arriverait du privé pour occuper un mandat public, c'est super compliqué à réglementer parce que est-ce qu'on va interdire à des gens qui ont un passé dans une entreprise privée de se présenter comme élus, par exemple, ou même d'œuvrer comme fonctionnaire? Est-ce que le fait d'avoir travaillé dans le privé entache nécessairement la capacité d'un individu à jouer un rôle dans le public? Je pense pas qu'on veuille ça comme société. Même, à la limite, on peut vouloir davantage de personnes qui ont une compréhension du privé pour apporter cette compréhension dans le secteur public. Donc, ce n'est pas un aspect qui est vraiment facile à réglementer ou à encadrer. Tu me parlais tout à l'heure des moyens spécifiques que les industries des pesticides utilisent pour convaincre les gouvernements. Est-ce qu'ils ont aussi des moyens pour convaincre les citoyens? Oui, tout à fait. Donc, c'est surtout d'abord des stratégies de communication qui sont mises de l'avant. Donc, l'industrie va être très habile, en fait, pour mettre de l'avant différents types d'arguments, souvent des arguments d'autorité, qui proviennent donc de personnes qui sont présentées comme des scientifiques ou des experts crédibles dans le domaine. Il y a donc des campagnes de communication sophistiquées qui peuvent être déployées. On mentionnait plutôt le fait que l'industrie a quand même beaucoup de moyens financiers pour développer ces campagnes de communication qui vont notamment se déployer sur les médias sociaux, ce qui permet notamment de cibler parfois des tierces parties favorables à l'industrie. Par exemple, des agriculteurs qui utilisent les pesticides pour leur culture, qui en ont besoin. Et donc, ces tierces parties peuvent ensuite être mobilisées pour appuyer les arguments de l'industrie, ce qui ajoute, encore une fois, à la force des arguments mis de l'avant. Comme on le disait aussi, il y a plusieurs démarches de lobbyisme indirect qui peuvent être mises de l'avant et qui visent finalement à faire pression en mobilisant des citoyens favorables, des tierces parties favorables aux positions de l'industrie. Et est-ce qu'avec tous ces moyens-là, est-ce qu'ils arrivent à leur fin? Souvent, mais pas toujours. On peut penser à l'exemple des Monsanto Papers, où finalement l'industrie a vraiment été pointée du doigt et où les techniques mises de l'avant par l'industrie ont été dénoncées. C'est quoi les Monsanto Papers? Ce soir, des révélations troublantes sur l'herbicide le plus utilisé dans le monde, le Roundup, et son ingrédient actif, le glyphosate. C'est la façon simple du glyphosate. On applique ça, puis c'est la potion magique. Une potion magique classée cancérigène probable et qui a pourtant été approuvée à nouveau par Santé Canada pour 15 ans. Monsanto a payé plus de 289 millions de dollars à un jardinier américain atteint d'un cancer. C'est bien sûr inédit. Est-ce que je vais mourir? Ils ont dit probablement pas. Mais oui, ça pourrait te tuer. C'est lourd et chaque fois que ça revient, je me demande pourquoi moi. Mais la puissante Monsanto qui fabrique le Roundup dit qu'il n'y a aucun danger. Études à l'appui. Mais quelles études? Des études faites par Monsanto, qui montrent un risque réel, ont été enterrées et n'ont jamais été divulguées aux autorités. Notre équipe s'est plongée dans les Monsanto Papers, des documents demeurés secrets jusqu'à tout récemment, qui révèlent notamment le rôle joué par une entreprise canadienne dans la défense du Roundup. Le fait est que les organismes de réglementation conçus pour nous protéger ont échoué. Bienvenue à Enquête. Les Monsanto Papers, en fait, ça commence avec l'histoire d'un jardinier californien qui a fait usage du Roundup de Monsanto pendant des années et qui s'est vu diagnostiquer un cancer précoce, un lymphome. Il a donc poursuivi Monsanto en cours en faisant valoir que l'entreprise avait cherché à cacher le caractère nocif et dangereux du Roundup. Et dans le cadre du procès,
que le jardinier a par ailleurs gagné. Les documents déposés en cours ont montré que plusieurs des études scientifiques sur lesquelles s'appuyait Monsanto pour faire valoir que son produit était sécuritaire avaient, de fait, été rédigées par des employés de l'entreprise, puis signées par des scientifiques. C'est ce qu'on appelle du ghostwriting ou de l'écriture fantôme. Le fantôme, en fait, c'est l'employé de Monsanto qui rédige le papier, mais qui ne le signe pas. Le papier, donc, est signé par un scientifique pour donner finalement un vernis de scientificité. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était sur la base de ces fausses prémices-là, de ces études vraiment commandées par l'industrie, voire falsifiées, que les gouvernements avaient permis l'usage des composantes du Roundup et du glyphosate en particulier. Ça a été quoi l'impact de ce gros dossier? En fait, à la suite de ces révélations, donc du dévoilement des Monsanto Papers, Santé Canada a accepté de revoir les études sur lesquelles s'appuyait sa décision d'autoriser le glyphosate pendant 15 ans au Canada et donc de revoir les études qui avaient été fournies, rappelons-le, par Monsanto. Donc, elle n'a pas refait les études, c'est important de le mentionner, mais elle a quand même réexaminé ces études-là à la lumière des révélations. Or, à l'issue de cet examen, donc en 2017, Santé Canada a décidé de maintenir sa décision d'autoriser le glyphosate et a donc reconduit son homologation pour 15 ans, et donc jusqu'en 2032. Donc, on peut penser qu'au Canada, les effets immédiats de cette controverse sont assez minimes. Par contre, on peut penser qu'en contrepartie, la controverse a quand même contribué à l'approche prudente qui est aujourd'hui préconisée par l'Union européenne, qui a donc prévu d'interdire le glyphosate d'ici 2023. Et puis, cette saga-là est sans doute pas étrangère non plus à la volonté du gouvernement provincial ici au Québec et de certaines municipalités à réduire l'usage des pesticides. Je pense que ça a quand même mis cet enjeu-là dans l'agenda politique et ça a fait en sorte que les gouvernements d'autres paliers se mobilisent. Puis je dirais ensuite que plus largement et peut-être à moyen terme, je pense que la saga des Monsanto Papers a pu contribuer à sensibiliser les citoyennes et les citoyens au rôle des lobbies et au regard critique nécessaire à l'endroit de leurs revendications et des études sur lesquelles elles reposent. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un effet de sensibilisation assez fort. Est-ce que les Monsanto Papers, c'est une affaire qui est terminée? En fait, Monsanto fait appel de la décision visant le jardinier dont je parlais. La Cour a déterminé que Monsanto devait verser 25 millions de dollars à cette personne. Monsanto est allé en appel pour amener ce dossier-là en Cour suprême aux États-Unis et la Cour suprême a rejeté la requête. Alors, ce dossier-là est fermé. Par contre, ce dossier-là a ouvert une brèche puisque maintenant, il y a quelques 30 000 plaintes qui ont été déposées contre l'entreprise et qui sont encore en attente finalement d'être reçues. Wow. Comment on peut faire contrepoids au lobby? D'abord, je pense qu'il serait important que les gouvernements puissent compter sur une science indépendante. Donc, c'est normal que l'industrie fasse ses propres recherches, ses propres études scientifiques. Ce qui est moins normal, c'est que le gouvernement ne puisse que s'appuyer sur ces études. Donc, ça prendrait des études commandées par les gouvernements et non uniquement par l'industrie. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, ça prend un certain courage politique de la part des gouvernements qui devraient, on s'attend à ce qu'ils priorisent la santé des citoyennes et des citoyens par rapport aux intérêts économiques. La refonte du Guide alimentaire canadien montre que c'est faisable, que parfois la volonté politique peut mener justement à une priorisation des données indépendantes, scientifiques par rapport aux intérêts défendus de part et d'autre. Ensuite, je pense que les citoyens et les groupes environnementaux, les organismes sans but lucratif, les groupes communautaires, ils ont tous leur rôle à jouer en se mobilisant pour faire contrepoids aux grands lobbies industriels. Le lobby, je vous le disais d'entrée de jeu, ce n'est pas l'apanage de l'industrie. Le lobby, les stratégies d'influence, tout le monde devrait en faire. Si on laisse l'industrie agir seule, il n'y a pas ce contrepoids qui est nécessaire à mon avis. Et enfin, je dirais que les médias doivent jouer leur rôle de chien de garde, rester à l'affût des cas d'influence indue, dénoncer ces cas-là. Et on a des outils quand même, on a un registre de lobbyistes à la fois au fédéral et au provincial qui permet quand même d'avoir un regard imparfait, mais un certain regard quand même sur les démarches d'influence qui ont cours. Tu parlais à l'instant des organismes en environnement. C'est quoi le pouvoir qu'ils ont, eux, pour faire contrepoids au lobby?
Mais je pense que les groupes environnementaux disposent d'un pouvoir immense pour se faire les porte-voix des revendications citoyennes. Il y a plusieurs groupes qui sont très habiles pour mettre de l'avant des campagnes d'influence ou de lobbyisme indirect qui passent par la mobilisation des citoyennes et des citoyens sur la place publique, dans l'espace médiatique, pour enfin faire pression sur les gouvernements. Plusieurs de ces groupes environnementaux, au Québec notamment, sont très respectés et sont écoutés de la part des décideurs politiques qui doivent rendre des comptes à leurs commettants. On peut penser, par exemple, aux mesures très récentes là, adoptées au fédéral pour interdire les plastiques à usage unique. C'est une revendication de longue date de certains groupes environnementaux. Donc, on voit que ces revendications finissent par porter fruit, même si, bien sûr, la réglementation n'est pas parfaite, il y a quand même eu un effet. Et j'ajouterais enfin que le Canada est quand même privilégié par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis en raison des règles très strictes qui encadrent le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Donc, c'est sûr que les élus canadiens peuvent être influencés par certains lobbies qui vont disposer de ressources importantes, on en a parlé, mais le financement de ces élus-là ne dépend pas directement de ces lobbies, contrairement à ce qu'on retrouve aux États-Unis. Donc, ici au Canada et au Québec, les élus ont les coudées bien plus franches pour imposer leur vision politique que ce n'est le cas chez nos voisins du Sud. Donc, je pense qu'il faut quand même être optimiste quant au pouvoir qu'ont ces groupes citoyens, ces groupes environnementaux de faire changer la donne. Et est-ce que tu trouves qu'ils font le poids face à toutes ces industries-là? Parce que je pense à des groupes en environnement qui ont peut-être beaucoup moins de moyens financiers. Effectivement, mais ce n'est pas toujours juste une question de moyens financiers. On est dans un contexte où la notion d'acceptabilité sociale a vraiment pris une ampleur au cours des 20 dernières années. Les gouvernements agissent en tenant compte quand même des doléances, des revendications, des réclamations des citoyens et des citoyennes et de ces groupes qui s'en font les porte-voix. Donc, je pense que même si les moyens sont plus restreints, je pense que l'écoute que peuvent avoir ces groupes-là peut être important. Et il y a des stratégies de communication qui ne coûtent pas très cher non plus. Donc, il faut être stratégique et habile pour mobiliser finalement des techniques, des moyens de communication qui permettent d'arriver à nos fins, même sans avoir de très grands moyens financiers. Mais là, je pense aux citoyens, monsieur, madame, tout le monde. Ça peut paraître des fois un peu vraiment des gros enjeux, des gros sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ça? Il y a plusieurs avenues. Les citoyens et les citoyennes peuvent aussi se faire entendre. Donc, ils peuvent participer aux consultations des gouvernements lorsqu'il y en a. Donc, lorsqu'il y a des consultations sur un enjeu qui nous préoccupe, il ne faut pas hésiter à prendre part à ces consultations-là, à signer des pétitions, à aller voir son député. Les députés sont là pour nous représenter, citoyennes et citoyens. Donc, il ne faut pas hésiter à aller cogner à leur porte. C'est leur devoir d'entendre leurs commettants, leurs commettantes. Les citoyens et citoyennes peuvent aussi soutenir des organismes qui défendent des causes qui leur sont chères et donc donner leur appui symbolique ou financier à ces groupes, notamment environnementaux dont on parle. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie? Je pense que les choses se sont quand même beaucoup améliorées depuis une vingtaine d'années. Nous avons au Québec une loi qui vise à rendre transparentes les activités de lobbyisme. On a des registres, on a le même type de loi au niveau fédéral d'ailleurs. On a des registres de lobbyistes qui sont disponibles sur le web. C'est sûr que ces réglementations-là sont loin d'être parfaites, mais elles constituent quand même un outil additionnel pour le citoyen, la citoyenne qui tente de comprendre qui cherche à influencer les gouvernements. Donc ça, c'est une chose. Donc, l'information, elle est davantage disponible qu'elle ne l'était. L'autre chose, c'est qu'il faut, à mon avis, vraiment continuer de miser sur l'éducation et la sensibilisation des citoyennes et des citoyens. D'abord, en reconnaissant que le lobbyisme, c'est légitime et ce n'est pas seulement l'apanage des grandes entreprises. On l'a dit, il est crucial que les groupes citoyens, les groupes environnementaux fassent contrepoids en initiant eux aussi des démarches stratégiques d'influence. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Bon, j'ai appris pas mal de choses. En fait, ça me fait quand même drôle de me dire que je fais du lobbyisme quand je vais parler environnement avec le maire de ma ville. Mais une chose est sûre, il y a lobbyisme et lobby. Si par définition je fais du lobbyisme car j'influence mon élu, je suis pas un lobby. Car c'est pas mon activité principale et je suis transparente dans mes demandes et je travaille pour l'intérêt commun. Et si demain, mon groupe citoyen avait à s'enregistrer comme lobby,
je suis pas sûre qu'il y ait encore des bénévoles qui voudront s'impliquer. Et je me dis que les groupes en environnement, c'est la même chose. Faut se demander, c'est quoi leur activité principale et leurs intérêts en arrière? Un intérêt privé économique? Ou alors ils souhaitent le bien-être de la biodiversité, des populations et de la vie? Je pense qu'il est important de savoir que d'après la loi québécoise et canadienne, les organismes qui protègent l'intérêt public n'ont légalement pas à s'enregistrer comme des lobbies. Ils n'ont clairement pas les mêmes capacités. Si la loi change, ils pourraient vraiment être pénalisés par toutes ces nouvelles restrictions. Leur droit de regroupement serait atteint lorsqu'ils forment des coalitions, par exemple. Il n'y aurait plus de communication libre avec les élus dans des événements comme des activités de sensibilisation, des cafés-rencontres ou alors des visites de projets. Et en associant ces milliers d'organismes à but non lucratif qui travaillent dans l'intérêt du bien commun et qui prônent la transparence, aux lobbyistes qui, eux, travaillent pour l'intérêt lucratif de compagnies ou d'actionnaires, ils pourraient être discrédités auprès de la population. Alors j'ai vraiment envie de préserver nos espaces de participation civique qui concrétisent nos libertés d'expression et droits d'association. Dans le prochain épisode, Rachel Carson, c'est quand même incroyable, déjà en 1962, ça fait longtemps déjà, démontre bien aussi dans Le Printemps silencieux, sans utiliser le langage droits humains, mais elle démontre bien à quel point ça affecte différents de nos droits, que ce soit par la contamination de l'eau, du sol, des écosystèmes, évidemment de notre corps, de notre santé. Et donc, c'est évidemment très clair qu'il y a un impact sur le droit à la santé. C'est un droit humain, un droit fondamental, le droit à la santé, de la même manière que le droit à l'alimentation, à une alimentation saine et suffisante. En droits humains, ces droits-là sont placés sous un chapeau plus large qu'on appelle le droit à un niveau de vie adéquat. Vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronnée. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilot et Thibaut Rennes, qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot, où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde.